L'intervenant suivant, c'est donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, parce que chaque fois je me prends une gifle, mais le pape ou le parrain de l'entrepreneuriat social en France, monsieur Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS. Non, non, la mets pas. Je vous laisse la tribune, monsieur Borrello, pour expliquer comment vous partîtes en 84. Définitivement, je préfère le parrain au pape, mais vous le comprendrez aisément à mon accent. Nous partîmes, alors moi je partis tout seul, il y a très longtemps, parce qu'on m'a demandé de faire Borrello, SOS, l'entrepreneuriat social, l'économie. Hein, donc je vais essayer de tenir tout ça dans le machin. Donc... je suis éducateur, je suis devenu éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse en 1977 et à partir de 1981, j'ai travaillé dans un certain nombre de cabinets ministériels avec successivement Pierre Bérégovoy, Gaston Defferre et Laurent Fabius. Puis j'ai quitté la fonction publique en 1987, donc 10 ans fonctionnaire, c'était le but, hein. Je suis allé diriger des entreprises privées qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Donc j'étais patron d'un groupe de PME qui gérait des restaurants, des discothèques, des hôtels, enfin une vie sympa. 10 ans, patron de PME, lucrative, sans aucune ambiguïté. Et en parallèle à ça, on avait créé le 4 octobre 1984, donc il y aura bientôt 30 ans, la première structure du groupe SOS, donc, qui s'appelait SOS Drogue International. Donc pour aller vite, j'ai été passionné par l'intérêt général. C'est pour ça que je suis devenu fonctionnaire à 20 ans. J'ai été passionné par l'entreprise. C'est pour ça que j'ai quitté la fonction publique à 30 ans. Et pour finir, j'ai trouvé que le lieu dans lequel l'intérêt général et l'inventivité, la capacité d'entreprendre d'une entreprise privée se retrouvaient le mieux, c'était l'entrepreneuriat social. C'est pour ça que après une quinzaine d'années de présidence bénévole du groupe SOS, j'ai commencé à le diriger à temps complet il y a donc bientôt 15 ans. Donc pour aller vite, le groupe SOS, c'était les pratiques de l'entreprise privée au service de l'intérêt général. C'est là que je vais continuer à exercer pour encore quelques années. Donc le groupe SOS... c'était le 4 octobre 1984 une association qui prenait en charge les toxicomanes. Le sujet était simple. J'avais été en responsabilité de ce sujet pour la fonction publique pendant quelques années. Il y avait un déficit fort de soins au niveau national pour les usagers de drogue dans ce pays. J'avais rencontré un type que je trouvais formidable qui s'appelait le professeur Claude Olivenstein. Et ensemble, on a décidé de créer avec SOS Drogue une série de centres de soins. Donc ça, c'était le début d'SOS. Donc 30 ans après, SOS, c'est 40 associations, 15 entreprises, 2 coopératives, un GIE. Donc c'est une espèce de machin qui a grandi, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 11 000 salariés dans cette maison et que nous travaillons sur une série de secteurs qui sont extrêmement différents. Je pourrais presque dire, comme nous gérons des crèches et des hôpitaux dans lesquels il y a des services de soins palliatifs ainsi qu'un certain nombre de maisons de retraite, dont une au Havre d'ailleurs, un EHPAD qui est à l'entrée du Havre, que nous accompagnons, qui veut bien, de la naissance à plus tard. 11 000 salariés, c'est une vraie entreprise, pour aller vite, avec des réalités entrepreneuriales. Alors, nous avons 30 ou 40 métiers différents. La santé, avec la toxicomanie, évidemment, qui est historique, mais on est aussi une des premières structures qui prenons en charge des patients vivant avec le VIH, puisque les difficultés sont arrivées à peu près dans les années de création. On gère une dizaine d'hôpitaux. On gère 60 maisons de retraite médicalisées. On gère des entreprises d'insertion, de la restauration, du bâtiment, des boutiques de commerce équitable, enfin tout, voilà. On gère des structures de protection de l'enfance.
protection sociale et protection judiciaire, donc dépendant du département et du ministère de la Justice. On est une espèce de poème de Prévert de tout ce qui tourne autour de l'humain, avec une idée qui a sans doute un peu évolué, qui a mis du temps, mais qui a évolué vraisemblablement à mi-parcours. Pendant 15 ans, je crois qu'on a imaginé que nous étions une structure qui, pour lutter contre l'exclusion, devions attendre que la grande machine économique exclue, pour récupérer les gens qui avaient été exclus, et avec nos petits bras, essayer de les ramener dans le grand système excluant. Et plus on bossait, plus il y avait de gens exclus. Et puis avec le temps, il y avait de plus en plus de gens exclus. Les gens étaient de plus en plus exclus, de plus en plus éloignés. Et on s'est dit que sans doute l'idée, c'était plutôt de créer des systèmes qui seraient non excluants. Et peut-être que l'histoire d'SOS, c'est un peu ça. Et c'est aussi les prémices de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire à un moment donné, lutter contre l'exclusion, ça veut dire créer de la richesse et la répartir différemment. Alors la particularité économique du groupe SOS, c'est qu'une holding associative est au-dessus, donc ce qui a été créé ces 30 dernières années n'appartient à personne, pas plus l'immobilier que les entreprises, que la presse, que tout ça. Donc il n'y a pas d'actionnaires au groupe SOS. Nous avons décidé de limiter l'écart de salaire. Ça, c'est une décision que j'ai proposée au conseil d'administration il y a quelques années. Donc l'écart maximum est de 1 à 10. Alors peut-être qu'un jour sera 1 à 15, mais en tout cas, ça doit rester dans cet ordre d'idées. Et nous essayons d'évaluer en permanence notre impact social, notre impact économique et notre impact environnemental, ce qui veut dire que nous ne sommes pas très bons sur chacun des sujets. Mais pas très bons parce qu'on privilégie à la fois ces 3 sujets. Le but n'est pas de faire des résultats extrêmement importants, mais on ne peut pas perdre d'argent. Le groupe SOS, c'est à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut que les comptes soient à peu près équilibrés. Et si on veut investir, se développer, etc., il faut même un peu faire de résultats. On a un impact social qui est le meilleur possible, mais ce n'est pas parce qu'on est entreprise de l'économie sociale qu'on ne gère pas correctement les salariés, etc. C'est un vrai sujet. On sait que le monde associatif n'est pas toujours exemplaire en matière de gestion des ressources humaines, donc évidemment il faut faire quelques efforts. Et enfin, l'impact environnemental, et évidemment il faut le mesurer si on veut laisser le monde dans un état qui ne soit pas trop dégradé par rapport à la manière dont on l'a trouvé. Donc c'est ça, les 3 sujets qui sont majeurs pour une entreprise sociale. C'est ça qui nous a conduit à participer, et ce qui m'a conduit à accepter de présider le mouvement des entrepreneurs sociaux qui a été créé il y a quelques années. Ce matin, son président actuel, André Dupont, est intervenu. L'économie sociale et solidaire, c'était des statuts qui faisaient la vertu. Si vous étiez association, coopérative, mutuelle ou fondation, vous étiez a priori du côté des gentils. Et puis si vous étiez SARS, SAS, alors grand groupe, là, vous étiez forcément du côté des méchants capitalistes au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs, etc. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. On connaît tous des coopératives formidables comme Spanghero. On connaît des associations lucratives sans but. Je suis sûr qu'il y en a ici, mais il y en a à peu près partout. On connaît des errements mutualistes qui ont conduit un certain nombre de mutuelles à disparaître. Donc, force est de constater que les statuts, ça ne fait pas la vertu. Et par ailleurs, un certain nombre d'entreprises, de PME, voire de grands groupes, essaient de mesurer de plus en plus précisément leur impact social, leur impact environnemental. Et moi, j'entends dans la bouche d'un certain nombre de présidents du CAC 40 des choses que j'aimerais entendre chez certains dirigeants associatifs, mais objectivement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, une loi qui est en train d'arriver, qui sera présentée au Parlement en novembre,
D'abord un ministre, vous l'avez remarqué, de l'économie sociale et solidaire, qui est Benoît Hamon. On l'a beaucoup réclamé avant qu'il n'arrive, on avait vu les candidats. On avait beaucoup réclamé qu'il soit à Bercy et pas aux affaires sociales, parce que l'entrepreneuriat social et l'économie sociale, c'est une affaire économique et ce n'est pas une affaire simplement de solidarité. Et nous avons obtenu d'abord Benoît Hamon et ensuite le fait qu'une loi est en train d'être amendée par les députés et sénateurs, mais en tout cas une loi qui va donner à l'entrepreneuriat social et à l'économie sociale et solidaire des bases juridiques pour grandir et se développer. Ce secteur est en train de changer radicalement. Il était constitué d'un certain nombre de quinquagénaires et plus pittoresques, en général autodidactes, c'est-à-dire analphabètes, dont je suis un parfait représentant, mais si vous me trouvez pittoresque, vous allez voir celui qui suit. Donc, on avait effectivement ce sujet-là. Aujourd'hui, nos entreprises sont peuplées de jeunes filles et de jeunes gens qui sortent d'HEC, de l'ESSEC, de Sciences Po, de l'IX, de Centrale, et qui, d'abord, écrivent massivement pour venir faire des stages chez nous, et qui, de plus en plus, viennent prendre des responsabilités dans nos entreprises. Alors, SOS avait sans doute, et ça explique peut-être le fait qu'on ait un peu d'avance, comme je savais que je ne savais rien, il y a très longtemps que j'ai recruté des jeunes filles et des jeunes gens issus des meilleures écoles sur les fonctions support, c'est-à-dire les finances, le droit, les RH, etc. Donc on a eu un peu d'avance sur ce sujet. Aujourd'hui, notre secteur est en train d'être revitalisé. Alors je dis gamines et gamins, pardon, c'est les jeunes étudiants dont je vous parlais, mais on est éducateurs une fois pour toutes. Donc par ces jeunes gens qui vont transformer ce secteur, lui permettre de se professionnaliser, de grandir et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce que ce mouvement, n'est pas du tout un mouvement franco-français, ce qui est plutôt rassurant. J'ai rencontré aux États-Unis les conseillers du président Obama, ils sont 2 sur l'entrepreneuriat social à la Maison-Blanche. Le groupe SOS conseille aujourd'hui le maire de Séoul sur la manière de développer la solidarité par l'entrepreneuriat social. Nous avons une présence dans une trentaine de pays. Objectivement, ces sujets sont en train de passionner la terre entière pour une raison simple. Vous avez sans doute noté il y a 4 ou 5 ans que la main invisible du marché, j'espère qu'il y a des banquiers dans la salle, la main invisible du marché qui devait nous accompagner vers le bonheur nous a foutus dans un cul-de-sac dont on se souvient. Et depuis ce moment-là, on se dit, en dehors du fait que j'aimerais bien savoir comment ouvrir cette bouteille, mais c'est pas, je vais continuer à tourner pendant les 6 minutes 26 qui restent. Donc en gros, si on peut m'envoyer, j'ai pas d'oreillette, mais si quelqu'un a le mode d'emploi pour les... Voilà, ça y est, merci. Ah ben ça... J'arrivais à ta rescousse, tu sais. Ouais, je savais que les journalistes pouvaient servir. Tiens, ah bah tiens, non mais attends. Ah mais il dirige une boîte de 11 000 personnes, il peut pas non plus tout faire. Oui, bah j'ai l'habitude comme... Allez, voilà, va. merci. À la tienne. Donc, j'ai presque perdu le fil tellement, mais bon. Donc l'idée générale, c'était de dire que ce secteur va complètement changer. Il va changer au niveau mondial, parce que des choses se passent encore une fois sur la finance internationale à San Francisco tous les ans. Tous les grands banquiers internationaux se réunissent sur l'impact investing. Avec SOS, je crois que son président intervient dans quelques minutes. Impact au carré, un bel événement sur la finance solidaire a lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc il y a tous ces sujets qui sont en train d'avancer de manière extrêmement rapide. Et je suis persuadé que ça peut réellement changer les choses. Alors, il y avait quelques spécificités qui étaient, me semble-t-il, handicapantes. D'abord, et je vous l'ai dit, l'origine des dirigeants de ce secteur, parce que autodidacte, c'est pittoresque, mais à quelques exceptions près, ça ne va pas très loin. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y aura des cadres juridiques aussitôt que le Parlement aura voté la loi de Benoît Hamon. Et il y a un vrai sujet qui est le sujet financier. J'en profite, vu l'effort accompli.
Le vrai sujet financier, normalement, il devrait être réglé par la présence de la BPI. Alors certes, un certain nombre d'entre vous vont dire la BPI, c'est le truc qui va régler tous les malheurs du monde. Oui, mais entre autres, 500 millions d'euros sont prévus au titre de la Banque publique d'investissement pour permettre à l'économie sociale de grandir et de se développer. Alors, on n'a pas besoin de subventions, ça c'est clair, c'est pas le sujet. On a besoin de bosser, c'est-à-dire on a besoin de marchés publics, on a besoin d'organiser des entreprises capables de gagner des marchés publics et en rendant ces services au public, en même temps, si c'est une entreprise d'insertion, eh ben, elle insère des gens éloignés de l'emploi, tout en faisant je ne sais pas quoi, quelconque travail pour la collectivité. On a besoin de prêts, et ça c'est un vrai sujet, parce que dans une association, il n'y a pas d'actionnaires, et donc c'est difficile d'aller sur le marché pour chercher de l'argent. La BPI devrait pouvoir intervenir avec ce que les anglo-saxons appellent des capitaux patients, c'est-à-dire on prête, mais on n'exige pas 15% par an, quoi qu'il arrive, quitte à tuer la baraque, ce que font à peu près toutes les banques de la place, y compris celle du groupe SES, que je ne citerai pas. Voilà, donc le sujet, c'est des statuts juridiques qui tiennent la route, c'est des financements, c'est la capacité de passer les frontières, parce que comme il reste 2 minutes 58, c'est sympa le truc, c'est pas... voilà. Donc en 2 minutes 58, changer l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour diriger une entreprise, être capable en permanence de veiller à 3 sujets, l'impact social, l'impact économique et l'impact environnemental. On a mis en place, il y a quelques années, une structure de capital développement qui s'appelle le comptoir de l'innovation, SES. Ça marche comment? On accompagne des entreprises de l'économie sociale qui veulent grandir et se professionnaliser. Ça veut dire qu'on investit entre 500 000 et 2 millions d'euros dans des entreprises, quelle que soit leur forme, associative, coopérative ou commerciale, qui ont un impact social. Alors ça se passe de manière assez simple. Un premier comité évalue l'impact social du projet. Donc, est-ce que ça va permettre de soigner plus de gens, de loger plus de gens, d'apporter de l'eau à plus de gens, ou que sais-je? On note l'impact social. Ensuite, un deuxième comité évalue l'impact économique, parce qu'en gros, si vous prêtez de l'argent, il faut vérifier qu'on vous le rendra un jour. Et on présente à nos investisseurs, qui sont très clairement AXA, Amundi et quelques autres, des projets dans lesquels on investit. La rentabilité que nous offrons à nos investisseurs est de 4 à 5%, avec une sécurité qui est extrêmement importante, parce que si on observe l'économie ces dernières années, on notera que les entreprises de l'économie sociale ont mieux résisté, il y a eu moins de casse. C'est lié aux avantages des statuts, sans doute que la collégialité au niveau de la direction est un bon sujet. C'est vrai qu'on est plus intelligent à 5 que tout seul, et que s'il y en a un qui dérape, c'est bien que les autres soient autour pour l'arrêter, ou s'il a une bonne idée pour le pousser. C'est vrai que le fait de ne pas distribuer de dividendes, une entreprise qui fait 13% de résultats et qui distribue 15% à ses actionnaires depuis 10 ans, elle s'appauvrit. D'autant plus que pour forcer le résultat, on est souvent obligé de limiter les investissements, la recherche, et que 15% à tout prix, il y a des années c'est possible, il y a des années ça ne l'est pas, mais quand on est filiale d'un groupe américain, on envoie 15%, ou c'est compliqué. L'économie sociale n'est pas obligée de faire 15%. Donc on peut faire 3%, mais on les garde. Et alors, même s'il y a des banquiers dans la salle, si vous distribuez 15 en ayant fabriqué 13 tous les ans, à la fin, vous êtes moins riche que si vous fabriquez 3, mais que vous les gardez. Donc nos entreprises sont des entreprises plus solides parce qu'elles réinvestissent la totalité de leurs résultats dans le développement, dans l'amélioration du service rendu pour les usagers, pour les salariés
et pour l'environnement. Et j'ai dépassé de 16 secondes. Donc, je vous remercie, mais je m'en suis pas mal tiré. Non, juste... Je vais t'obliger à redépasser. Bon, d'abord, dans la coulisse, pour ceux que ça intéresse, moi je sais qui est la banque du groupe SOS. Je pourrais vous la citer. Alors, je ne sais pas si c'était un propos de fin de banquet, je ne sais pas si tout le monde lit YouFeel, mais tu as adressé cet été un entretien fleuve qui va à rebours des croyances associatives françaises. C'est-à-dire que pour les associations françaises, il y a une règle quasi religieuse, pour parler de ce que tu aimes, entre la taille et la qualité. À savoir que plus on est petit, plus c'est bien. Évidemment, le groupe SOS, avec ses 11 000 salariés, tu fais déjà figure de grand méchant loup. Et en plus, dans YouFeel, tu dis, dans 10 ans, il y aura 10 fois moins d'associations et elles seront 10 fois plus puissantes. Alors, est-ce que c'est un propos de fin de banquet ou est-ce que tu crois à ce que tu dis ? D'abord, quelle que soit la fin de banquet, je crois à ce que je dis en fin de banquet. Alors, croyance, il le fait exprès, il me cherche, croyance, etc. Non, c'est juste une observation claire qui est le changement d'échelle et la professionnalisation de nos structures. On a affaire, pour parler des structures qui luttent contre l'exclusion, en gros du monde associatif. Nous avons affaire à des gens qui sont de plus en plus en difficulté. Tous ceux qui connaissent le travail social, l'accompagnement des SOS hébergent tous les soirs 3000 SDF à Paris. Nous avons affaire à des gens qu'on n'a jamais vus dans le passé, c'est-à-dire 11% de travailleurs pauvres, des gens qui quittent les centres d'urgence à 7h30 pour rejoindre leur boulot. On a 11% de gosses entre 18 et 25 ans, avec des jeunes filles, voire des jeunes mamans qui sont à la rue. Donc on sent bien qu'on a affaire à une population de plus en plus exclue. Pour y faire face, on a de moins en moins de moyens. Là aussi, tous ceux qui dirigent une association comprendront bien ce que je veux dire. Nous avons de moins en moins de moyens publics. Et alors, dans la série Lutte contre les croyances, les subventions ne reviendront plus. Y compris... Non, mais c'est là, il faut se le dire tous, parce qu'il y en a... Il y a 1 an et demi qui m'ont dit « Attends, tu vas voir au printemps... au printemps, on a changé de chef d'État, changé de gouvernement, et il n'y a toujours pas plus de subventions. Donc on peut se dire collectivement que nous avons besoin de cesser d'augmenter les dépenses sociales dans ce pays et que les subventions ne vont plus augmenter une fois pour toutes. Alors, on peut défiler, bon, ok, ou on peut se dire il faut remplacer ça par de l'activité économique. En clair, si on veut distribuer de la richesse, il faut commencer par la produire. Donc, camarades, retroussez-vous les manches et au boulot. Les petites structures coûtent plus cher parce que dans une grande structure, on met des moyens en commun, on est plus efficace, on peut mieux résister lorsque un coup de vent passe par là. Et donc, je suis profondément persuadé que le monde associatif gestionnaire, on ne parle pas des associations éminemment importantes de pêcheurs à la ligne ou de joueurs de boules, mais ceux qui gèrent des établissements de santé, médico-sociaux, etc., soit dès aujourd'hui ils s'organisent, ils se regroupent entre eux, ils grandissent, etc., soit dans 10 ans, ils auront disparu. Donc, je persiste et je signe « Small is beautiful is a connery ». Ça me paraît un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et pour le même prix, vous avez le droit de prendre la bouteille d'eau.